bénéfice de l'entrepreneuriat, c'est un peu ta résistance aux problèmes. Parce que les problèmes, ils continuent à exister. Et après, petit à petit, quand tu le développes, bon après c'est dur, hein, franchement, tu passes par tellement d'obstacles et de difficultés qu'il y a pas mal de moments où tu dis si seulement je pouvais la vendre. Enfin, Si je pouvais me barrer, que ça c'est fait, c'est réglé. Il a réussi à faire sortir un prof de son bureau privé pour se mettre dans le bureau pour... Aujourd'hui, nous avons la chance de discuter avec Marcus Anderson, mon grand frère, qui est le fondateur de Cusmic, devenu ensuite Academic Work. Son parcours est passionnant parce que, à la sortie de l'université, il a créé son entreprise, qui a ensuite été rachetée par Academic Work, donc une belle histoire de succès. Il a appris beaucoup sur son parcours, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans son développement personnel, que ce soit dans l'association avec son associé Mick Sen, avec qui ils sont encore aujourd'hui, 17 ans plus tard, s'être associés pour la première fois. Donc une discussion passionnante où on a appris énormément de choses que je vous conseille vivement de rester écouter. Salut Marcus. Hello. Merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir de t'avoir. Je vais commencer par raconter une histoire, qui est l'histoire que je raconte toujours quand on me demande ce que toi t'as fait dans la vie. Et j'ai envie de savoir si cette histoire elle est vraie ou si je l'ai complètement inventée et que je raconte n'importe quoi. C'est moi qui te l'ai raconté ou... Bah pas vraiment justement. C'est sa version de ton histoire. Exactement, c'est pour ça que je trouve ça marrant. Donc moi quand on me demande de parler de toi et ton parcours, je dis toujours... Marcus, ce qu'il a fait, c'est que quand il est sorti d'Uni, il avait vu cette problématique que pour les jeunes, c'était difficile de trouver un job. Et il avait vu cette entreprise en Suède qui s'appelle Academic Work, qui avait ce business model. Et je raconte que tu es allé là-bas, que tu as essayé de les rencontrer, et qu'ils t'ont dit un peu « Ah, mais c'est qui ce petit jeune qui essaye de lancer une boîte qui fait la même chose que nous ?» Ils t'ont un peu remballé comme ça. Que tu es revenu en Suisse, que tu as monté Cusmic, et que 8 ans derrière, la deuxième fois que tu es retourné chez Academic Work, c'était pour te faire racheter par Academic Work. Et donc, il y a un peu ce côté un peu revanche et belle histoire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je dis n'importe quoi? Non, dans les grandes lignes, c'est vrai, je dirais. Après, j'ai pas vraiment créé l'entreprise pour aider les jeunes à rentrer dans le monde professionnel. J'ai créé l'entreprise pour plutôt aider les entreprises à résoudre un problème de ressources qu'ils avaient à l'interne. Et les jeunes professionnels étaient la solution. Mais tu as tout à fait raison sur le fait qu'on a copié un concept déjà existant, quoi. Moi, j'avais envie de créer une entreprise, j'avais cet engouement, cette volonté de l'entrepreneuriat quand j'étais tout jeune à l'Uni. Et puis, j'ai été exposé par le réseau personnel à cette entreprise en Suède. Enfin, on est suédois, donc Academic Work. Ouais. Et tu as raison aussi sur la petite anecdote. Donc, avec Mick, mon associé, quoi, depuis toujours, avec qui on avait créé la boîte. On est monté à Stockholm avec l'objectif d'aller espionner ce qui se passait dans ces bureaux d'Academic Work. Alors à l'époque, c'est plus les mêmes bureaux aujourd'hui, mais à l'époque, ils avaient un bureau sur le campus de ce qui est l'équivalent de l'EPFL à Stockholm. Et on était préparés, on s'était dit on va aller essayer de passer un faux entretien dans ce bureau, on va essayer d'aller espionner un peu ce qui se passe. On n'est pas arrivé plus loin que la réception. Donc, on s'est fait remballer. Vous êtes fait remballer direct. Donc petit voyage qui n'a servi à rien. Je me rappelle en plus, Mick, c'est le sales entre nous deux, donc lui il était bien plus courageux, il était plus téméraire, prêt à y aller. Moi j'étais un peu déjà timide dans la cour, donc j'arrivais même pas vraiment jusqu'à la réception. Mais on est arrivé jusqu'à là, et puis t'as raison, après on s'est lancé, ça a pris 8 ans, mais on est rentré en contact avec eux bien avant de se faire acheter. Donc l'espionnage a continué. On a quand même réussi, au fur et à mesure de l'agrandissement de l'entreprise, on a aussi, je pense que c'était intéressant pour eux. Donc bien 3-4 ans avant qu'on soit racheté par Academic Work, on est revenu en contact et puis on pouvait beaucoup plus discuter. Ça nous a permis de plus comprendre le business model, de comment ils faisaient les choses. Nous, on était toujours dans ce mode d'essayer de comprendre comment on pouvait progresser et s'améliorer en Suisse. Donc, il y a toute cette phase-là qui s'est produite. Et puis après, naturellement, avec le rapprochement, sans qu'il y avait vraiment l'objectif ni de leur part de nous racheter, ni de notre part de vendre, ça s'est terminé comme ça. Ouais. Quand tu parles du rachat, est-ce que c'était quelque chose que tu avais en tête dès le début ou pas? C'est souvent la question qu'on se pose souvent, ou moi je me pose à chaque fois, c'est est-ce que tu as construit la boîte en se disant tu les avais déjà en ligne de mire d'une certaine manière ou pas du tout, et en fait ça s'est fait petit à petit, tu les connaissais et puis... Alors nous, quand on a lancé l'entreprise, on avait vraiment l'objectif de créer, d'être entrepreneur, c'est-à-dire de développer quelque chose qui était plus grand que juste nous deux, par exemple. Moi je dis souvent, on peut soit faire le choix d'être un peu indépendant, autonome, avoir une petite structure où on reste très dans l'opérationnel. Nous, on avait plutôt l'objectif de créer quelque chose qui allait grandir. Donc quand on fait ça, en général, on se dit que l'exit peut être une alternative. Donc, ça ne veut pas dire que c'était l'objectif final. Donc, et après, petit à petit, quand tu le développes, bon après c'est dur, hein, franchement tu passes par tellement d'obstacles et de difficultés qu'il y a pas mal de moments où tu te dis si seulement je pouvais la vendre. Enfin, si je pouvais me barrer, que ça c'est fait, c'est réglé. Ça t'arrive, et puis le moment où tu le vends, tu te dis ah, putain, est-ce que je devrais vraiment la vendre? Donc t'as quand même, t'es vraiment tout le temps entre deux balances, mais arrivé à la taille où on était, etc., on n'était pas forcément obligé de la vendre. Et je dirais que on l'a...
à ce moment-là, on l'a vendu pour différentes raisons, mais c'était pas l'accomplissement. Et puis d'ailleurs, la preuve en est que je suis resté après dans l'entreprise, que j'ai continué à développer et j'y suis encore 10 ans plus tard. Donc je pense que c'était pas le seul, enfin c'était pas l'objectif Ouais. voulu dès le départ. Ouais. On va revenir à la vente, mais je trouve qu'avant d'avancer dans l'histoire, revenons un peu en arrière pour comprendre comment t'en es arrivé jusque-là. C'est pas toujours qu'on commence par le parcours, mais là je trouve que c'est intéressant de comprendre l'historique parce que c'est assez particulier. Donc tu as fait HEC Lausanne et tu étais à la JE, et déjà la JE avait déjà une influence sur la problématique que tu as soulevée et que tu as créée après avec QSMIC. Est-ce que tu peux parler un peu de cette expérience universitaire et comment ça s'est traduit après en l'envie d'entrepreneuriat? Ouais. Je pense que surtout ce que la JO m'a apporté, c'était une sorte d'approche professionnelle tôt, quoi. Enfin, moi, j'ai fait HEC, en deuxième, j'étais à la junior, puis après, je passais plus de temps à la junior entreprise que dans mes études, j'avais l'impression. Et effectivement, ce qu'on faisait à la junior entreprise, c'est on résolvait des problèmes chez nos clients sous forme de mandat, en général, des études de marché, des analyses, et on utilisait les ressources qu'on avait au sein de l'université. Donc un modèle qui était relativement proche de ce qu'on a développé par la suite, mais surtout ce que ça m'a permis de voir, c'était le besoin dans les entreprises. À force d'aller voir ces différentes grosses entreprises avec lesquelles on travaillait, de voir les problèmes auxquels ils faisaient face et qu'on pouvait y apporter une solution. Donc je pense que ça m'a apporté ça. Après, au-delà de ça, un petit peu de compréhension sur, je sais pas, un peu de droit du travail, enfin un peu de comment est-ce qu'on fait pour pricer, comment est-ce qu'on s'organise à l'interne d'une petite organisation. On était une petite quinzaine. Donc plein de petits éléments comme ça qui peut-être ont pu me lancer dans l'entrepreneuriat. Cela dit, ça m'a pas du tout préparé à tous les problèmes auxquels on allait faire face plus tard. Je pense que c'est peut-être la chance de lancer sa boîte tôt, c'est qu'on a toute la naïveté et l'insouciance. Enfin, on se rend pas compte de toutes les difficultés qui vont venir, quoi. Donc à ce stade-là, je me disais, bon, ça fonctionne bien. Je sais plus ce qu'on faisait comme chiffre d'affaires, peut-être 400 000, un truc comme ça, à la junior entreprise. Et je me disais, bon, ça va exploser, quoi. Moi, je voulais mon hélicoptère quand j'étais à HEC. Je me disais, ça va aller vite, ce truc. Disons que les perspectives ont changé après avec le temps. C'est déjà pas mal, 400 000 pour la junior entreprise. Je trouve Ouais, ça, ouais. c'est déjà un beau chiffre d'affaires pour une Honnêtement, je ne association me rappelle d'étudiants. plus exactement. Je crois que c'était soit ça, soit un petit peu plus. Je ne suis pas sûr qu'ils fassent les mêmes chiffres encore aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas suivi ça de près. Pourquoi tu crois? Plus ou moins, tu dis ils font moins? Maintenant, il y a eu aussi ces changements de bachelor, master. Je ne sais Ah, pas ok, exactement c'est comment ils plus se des sont changements réadaptés internes, ok. à ce nouveau monde, ce nouveau fonctionnement. Enfin, franchement, je ne sais pas, il faudrait les inviter pour savoir. Mais oui, en fait, on avait quand même des assez gros mandats avec C'est quand même assez impressionnant. des grosses structures au niveau suisse. Donc, ouais. Un point intéressant que tu as mentionné en fait dès le début, c'est que nous, dans nos notes, en travaillant là-dessus, sur le podcast, on avait noté en fait que la problématique, c'était pour les étudiants de trouver, enfin pour les jeunes étudiants, de trouver un job. Et là, tu as tout de suite modifié le problème, entre guillemets, en disant non, nous, on a aidé, en fait, la problématique de base, c'était d'aider les sociétés à trouver des talents, etc. Et donc, c'est en fait l'inverse que ce qu'on avait construit dans notre tête. Comment tu es arrivé à cette problématique-là? Qu'est-ce qui a déclenché cette réflexion-là et comment tu l'as analysée d'une certaine manière? Moi, je pense que déjà, le point de vue que vous avez, c'est assez naturel parce qu'on se positionne d'abord en tant que chercheur d'emploi soi-même, peut-être. Donc, vous avez réfléchi à quel est le problème qu'on résout, et puis on se dit, il résout le problème des jeunes qui cherchent un job, ce qui est en partie vrai, mais pour faire fonctionner une entreprise, il faut que quelqu'un vous paye. Enfin, il faut avoir un business model, quoi. Et le business model, nous, c'est pas de facturer quelque chose aux jeunes qui cherchent un emploi. Donc, de nouveau, en fait, les jeunes, c'est notre solution. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était créer un pont. Enfin, on considérait qu'il y avait un gros problème. Alors, il faut se repositionner à l'époque. On est en 2007, donc le digital n'est pas aussi avancé que c'est aujourd'hui. Enfin, la communication. Enfin, en tout cas, on vit dans un monde un tout petit peu différent d'aujourd'hui. Et on trouvait vraiment qu'il y avait une sorte de grosse difficulté pour les entreprises de trouver et de comprendre comment ils pouvaient utiliser ces ressources-là. Donc c'est là où on voyait vraiment qu'on pouvait venir essayer d'apporter un petit peu notre pierre à l'édifice. Mais je dirais aussi qu'on n'a pas, de nouveau, on n'a pas inventé un business. Enfin, le business dans lequel on est, donc mettre des ressources à disposition d'entreprises, que ce soit dans l'IT, staffing, délégation de personnel, temporaire. Enfin, c'est une énorme industrie quoi, qui fait plus de 6 milliards en Suisse. Donc nous, on s'est juste dit, on va aller dans cette brèche, mais on va apporter nos petites niches. Enfin, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on a approché. Ouais, parce que le positionnement est assez différent justement sur les jeunes. Et moi, la raison aussi pour laquelle je le visualisais comme ça, de mes souvenirs, c'est que c'est aussi le positionnement que vous aviez. Pour pouvoir apporter des solutions aux entreprises, il faut aussi que vous ayez des jeunes talentueux qui viennent vers vous et qui proposent leur CV. Alors certes, c'est pas eux qui vous rémunèrent, mais c'est toujours cette difficulté quand tu crées une plateforme ou un pont, c'est que tu dois avoir l'offre et la demande des deux côtés. Si tu as plein de boîtes mais que tu n'as pas d'étudiants à leur proposer,
tu peux pas faire grand-chose et l'inverse est vrai aussi. Donc il doit y avoir ce double marketing qui doit s'opérer, j'imagine. Ouais, ça c'est clair. Et puis là, bah, le meilleur marketing vis-à-vis des gens qui cherchent des jobs, c'est d'avoir des jobs cool. Donc en fait, au début, Exactement. par exemple, c'était important d'avoir des jobs qui allaient intéresser les gens, où on puisse cibler la bonne cible. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas réussir à les convaincre. Cela dit, le chômage des jeunes, c'est un vrai problème de société. Ça l'est plus ou moins à différentes périodes. Aujourd'hui, on est plus face à une pénurie de talent. Mais en tout cas, on se disait, si on arrive à convaincre les entreprises d'utiliser ces ressources pour les bons projets, dans les bons cadres, etc., on arrivera à trouver les gens pour faire le job. En fait, la volonté de démarrer sa carrière en tant que jeune professionnel, ce niveau d'ambition, cette volonté de faire ses preuves, si on propose la bonne opportunité, elle est saisie en général. Donc ça, je dirais que c'est sûr qu'il fallait trouver c'est un jeu d'équilibriste, quoi. Ouais. D'ailleurs, souvent, c'est pas très difficile pour nous de trouver, disons, des sortes de jobs dans les entreprises, mais dont aucun jeune professionnel ne veut ou personne ne remplit les critères. Donc, nous, on est assez... dans tout ce travail, dans toute la manière dont on vend aux entreprises, c'est pas juste de quoi est-ce que vous avez besoin. Ah bah très bien, on va vous résoudre le problème. On va dire, vous dites que vous avez besoin de ça, bah nous on va reformuler votre besoin parce que vous n'avez pas besoin de ça. En fait, ce dont vous avez besoin, c'est de ça. Et c'est ce dont vous avez besoin, c'est voilà comment on va vous aider à répondre à cette question et à fournir une ressource à laquelle vous aviez peut-être pas pensé pour ce projet-là. Je suis toujours ultra intéressé au tout début des sociétés, moi. Tu sais, vraiment le tout début. Votre première vente, tu sais, la première fois que tu te dis, mais attends, il y a un mec qui a acheté ce qu'on a fait, il est fou. C'était quoi votre premier. Est-ce que tu te souviens genre, du premier client, de comment vous l'avez eu? Est-ce que c'était le réseau? Est-ce que c'était quoi un peu le. Alors, j'arrive pas. Ouais, alors. Ouais, les Plus premiers, ou moins. quoi, Mais en tu tout cas, vois, je me rappelle d'anecdotes. Quoi, Ok. parce qu'au tout début, donc on n'avait pas d'argent. Enfin, on s'est lancé avec pratiquement rien. Donc, tout l'argent, il est parti dans le site web parce qu'il fallait créer un peu une solution qui fonctionne. Mais donc, on était sur les bords universitaires. Et puis, je me rappelle de passages où, par exemple, quand on prenait quand un client nous appelait, alors un client ne nous appelait jamais, mais disons qu'on avait essayé d'appeler un client qui nous rappelait, c'était le mieux qui pouvait nous arriver. Mais si un client nous rappelait, donc Mix a toujours été le plus sales guy, mais je me rappelle d'une fois où donc on était assis sur des bureaux, mais il y avait du bruit dans les couloirs, donc il a réussi à faire sortir un prof de son bureau privé pour se mettre dans le bureau pour essayer Ça de vous dérange convaincre si je le prends votre client. bureau 2 secondes, je J'ai vais vendre un besoin, truc. et puis moi j'étais dans le couloir assis, et puis il y a le prof qui me regarde un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça c'est la magie un peu Du de début, ouais, l'improvisation c'est du moment. Après au début, quand on s'est lancé, les premiers mandats qu'on avait, c'était beaucoup des sortes de missions de temps partiel, peut-être pour un peu des startups. Au début, tu vas chercher dans ce monde-là. Aujourd'hui, c'est pas du tout la majorité de nos clients. Nos clients aujourd'hui, c'est plus des grandes entreprises qui utilisent des ressources plus à 100% dans la durée. Donc, les choses ont évolué, mais on a pas mal d'échecs, quoi. Je me rappelle, un de mes plus gros stress au début, c'est qu'on avait placé une personne, on n'avait pas vraiment fait toutes les démarches des permis de travail très correctement, donc on devait après le client en disant, bon, on va placer ces personnes, il va falloir qu'on la sorte du job. Enfin, tu fais plein de trucs comme ça qui ne fonctionnent pas du tout. Et je pense que ça aussi, au début, en fait, tu fais tellement de trucs qui te stressent à mort. Et je pense que un des grands bénéfices de l'entrepreneuriat, c'est un peu ta résistance aux problèmes. Parce que les problèmes, ils continuent à exister. D'ailleurs, plus la structure devient grande, plus tu as de responsabilités, plus tu as de problèmes, parce que tu as les problèmes tout d'un coup, pas que de toi, mais tu as les problèmes des 80 personnes que tu gères ou plus. Mais c'est juste que petit à petit, tu relativises. Mais au début, moi, j'ai ces trucs qui me restent forgés dans l'esprit où, ah ouais, là, c'était un moment où j'avais vraiment stressé, mais c'est un peu comme épreuve, ok, on grandit et on avance. Ouais, puis tu le regardes maintenant, tu rigoles en disant, non, mais pourquoi j'ai stressé pour ça? Mais sur le moment, c'est ultra. C'est vraiment stressant. Il y a des choses qui Puis sortent vraiment de ta zone. Un autre truc qui quoi. me vient en tête là, c'est. Parce que donc on envoie des profils dans les entreprises. Donc aujourd'hui, je dirais qu'avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, on sait plus ou moins faire. Mais à l'époque, on partait, on freestylait un peu, quoi. Donc on envoyait aussi des gens où parfois les clients nous rappelaient, ils nous disaient, mais pourquoi vous me l'avez envoyé cette personne? C'est qui ce mec que vous m'avez Comment envoyé? est-ce que vous avez réfléchi en fait? C'était quoi votre rationnel? Donc on essayait de s'en sortir, quoi. Mais c'est aussi ce genre de petites étapes sur le chemin qui te font grandir. Puis après, on peut commencer à attaquer les premières personnes qu'on a intégrées dans l'entreprise, parce que là aussi, c'est aussi assez marrant à quel point quand tu commences à avoir tes premiers employés, que tu essayes de transmettre des choses, et à quel point tu te plantes complètement aussi là au début, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec votre parcours, c'est que vous êtes sorti du nid, vous êtes lancé directement dans cette entreprise-là. Toi, tu n'as jamais eu d'autres jobs fondamentalement, Mick, je pense pas non plus. Et donc, c'est dur aussi, je pense, au début de gagner la confiance des clients, de réussir à aller vendre ton produit ou ton service à des clients il y a d'autres boîtes, comme tu dis, qui existent, qui font des choses similaires. Ce challenge-là, il doit être assez dur aussi au début à réussir à surmonter. Donc, je sais pas, comment vous ressentiez ça?
Ouais, bah, de nouveau, c'est vrai que c'était un peu ce bénéfice de la naïveté, quoi. Au début, tu te dis, enfin, tu comprends pas que tous ces obstacles-là vont être sur ton chemin, parce que tu penses que tout le monde va vouloir acheter son service parce qu'il est génial, et puis après, tu te rends compte petit à petit que c'est pas toujours le cas. Donc, je pense que c'est vraiment persévérer, continuer, avoir envie de faire face aux obstacles et d'avancer. Donc, ouais, bah, enfin, quand tu me dis, on n'avait pas travaillé, donc Mick, je crois qu'il avait fait un stage chez Nespresso un été. Moi, j'ai pas eu de CV de ma vie parce que j'ai pas travaillé ailleurs, ce qui est assez drôle parce que maintenant, enfin, c'est un peu le business qu'on fait. Donc, Ouais. je pense que de s'être lancé comme ça, enfin, je sais pas si c'est la meilleure manière de se lancer, mais en tout cas, c'est sûr que comme ça, au moins, tu te lances. Parce que beaucoup de gens ne se lancent jamais parce qu'ils voient les obstacles. Et nous, je pense que bah, on les voyait pas trop, quoi. Donc, Et est-ce que tu as quelques erreurs que tu retiens de cette période auquel tu dis aujourd'hui, tu vois, tu dirais à un entrepreneur qui est à ce stade-là, fais attention à ça, fais attention à ça. Est-ce que tu as deux, trois trucs qui t'ont vraiment marqué sur le parcours où tu dirais ça, faut vraiment éviter au maximum? Euh, alors, bon, déjà, ça dépend parce qu'une entreprise, enfin, au fur et à mesure qu'elle se développe, t'as des challenges qui sont assez Bien différents. sûr. Donc, au tout début, ce dont on discutait là, c'était des problèmes très opérationnels. Donc, quand nous, on est en train de travailler sur des choses fondamentales opérationnelles, donc au tout début d'une entreprise, t'as des fondamentaux, quoi, droit du travail, cash flow, enfin, tous ces éléments-là qui doivent être fonctionnels. Mais après, quand tu développes une entreprise, et très vite, comme nous, tu développes une entreprise centrée sur l'humain, parce que nous, on ne développe pas un produit, enfin, c'est vraiment une entreprise de service. Donc, là, c'est vraiment sur comment est-ce que tu réfléchis sur l'intégration de ces personnes-là. Donc là, quel est le modèle que tu mets en place? Comment est-ce que tu vas les encadrer? Quels sont les modèles d'incentive? Comment est-ce que tu vas te développer? Et là, je pense que les gens, ils ont tendance à... En tout cas, moi, c'était mon cas. Tu as une vision assez forgée, enfin un peu fermée et un peu court-termiste. Donc c'était aussi vraiment essayer de se projeter sur comment est-ce que les choses vont se développer, etc. au fur et à mesure. Mais ça dépend un peu du stade de l'entrepreneur et de son expérience, je dirais. Ouais, intéressant. On mentionnait le fait que vous aviez, je ne dis pas du tout négativement, hein, mais copié un modèle existant. C'est quoi on va dire les bénéfices d'une certaine manière de partir dans cette voie? Parce qu'on pense toujours que bah, il faut, tu vois, les gens, quand on pense entrepreneuriat, on pense à un nouveau truc, quelque chose qui n'a jamais été fait avant, etc. Alors que ce n'est pas forcément le cas, c'est même plus rarement le cas, j'ai l'impression. C'est quoi ouais, le côté positif d'avoir pris ce chemin-là en disant, bah, en fait, il y a ce modèle-là qui marche dans un autre pays, pourquoi il ne marcherait pas? De faire l'analyse et de se lancer en fait dans cette direction-là. Mhm. Bah, en fait, quand on lance une boîte, enfin, il faut deux fondamentaux, quoi. Il faut s'assurer qu'il y a des clients qui ont besoin du service qu'on propose, et puis après, il faut l'exécuter correctement. En fait, se poser la question de est-ce que des clients vont avoir besoin du service qu'on propose, c'est plus facile si d'autres l'ont déjà fait et ont montré qu'un marché existe, quoi. Donc, moi, je suis pas la personne la plus créative. Je pense que j'aurais été pas très bon pour essayer d'inventer une solution nouvelle. Par contre, la sorte de détermination dans l'exécution et d'essayer d'aller montrer qu'on allait pouvoir fournir un meilleur service, d'aller pouvoir aller dans une niche un petit peu nouvelle et copier l'entreprise. Mais on dit copier l'entreprise, mais en fait, on a copié un peu une sorte de gros concept, mais on ne connaissait pas tous les process internes que je connais aujourd'hui, puisque comme on est chez Unicorp. Donc, en plus, on a été dans plein de directions différentes en fonction de comment on a structuré les rôles, etc. Donc, même si on a été dans le bon concept, l'exécution, elle est quand même clé. Et puis, ça nous a fait une sorte de gros leverage une fois qu'on a intégré Academy Quark parce que ça nous a permis encore d'aller ajuster pas mal de petits processus qui nous ont vraiment permis après de continuer à avoir une croissance qui s'est développée de manière plus soutenue post, je dirais, intégration à la structure globale. Donc, je pense que moi, je trouve que copier, je le vois pas du tout comme négativement, quoi. Moi, je dirais même c'est probablement une des meilleures sources d'entrepreneurs. Enfin, en tout cas, inventer quelque chose de nouveau, c'est dur. Bah, tu as un Quoi. Faut marché à les valider, tu convaincre, as plein de choses à faire en amont, faut alors que là, éduquer des ouais. clients, il faut leur expliquer. Donc, moi, je pense que peut-être en tout cas partir de quelque chose d'existant et puis peut-être d'innover une partie. Enfin, moi, je pense qu'il y a plein de business où on peut juste faire des choses qui existent, mais d'essayer de les exécuter un petit peu mieux, de fournir un meilleur service, d'essayer d'être apprécié sur le marché. C'est une bonne manière aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat. D'entreprendre, ouais. Ouais. Ouais, on le dit souvent d'ailleurs, hein, l'idée c'est que 1% du chemin et l'exécution c'est tout le reste. Mais moi je trouve toujours encore une fois intéressant que vous soyez sorti d'Uni, que vous êtes arrivé, vous avez réussi à exécuter ce truc sans vraiment avoir de process ou autre. Vous les avez un peu construits sur le chemin. Est-ce que vous avez des mentors ou des gens autour qui vous ont aidé un peu à structurer tout ça et à créer ces process? Ou est-ce que vraiment vous les avez un peu construits vous-même de A à Z?
Ouais, bah, déjà, le cadre de on a réussi, je pense que, enfin, on a beaucoup échoué avant de réussir. Alors oui. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a aussi appris beaucoup en faisant faux. Et ça, je pense que enfin, Ok. je le répète, mais c'est vraiment important parce que c'est pas une sorte de ligne droite vers de la réussite, comme on peut le voir après coup. On a eu un mentor au début, qui était d'ailleurs la personne suédoise qui m'avait ouvert les yeux sur Academic Work, qui nous a permis de comprendre, par exemple, des fondamentaux sur comment on devait pricer plus ou moins notre service, quoi, comment ça fonctionnait sur le marché. Un peu des sortes de liens dans le business. On a aussi été accompagné par des organismes qui sont proposés à Genève, comme Genilem et d'autres. Donc, on a essayé de chercher un petit peu des personnes qui pouvaient nous écouter déjà. Enfin, c'est aussi, au début, tu passes par des phases difficiles, tu as envie de ventiler un petit peu, d'expliquer tous les challenges. Et quelqu'un qui te challenge un peu, quoi, où tu peux aller. Donc, oui, mais je pense que ce qui a été le plus solide entre Mick et moi, c'était surtout notre partenariat entre les deux. Parce que quand il y en avait un qui voulait arrêter, l'autre lui disait mais arrête. Enfin, et quand l'autre voulait arrêter, bah, enfin, et ce sorte de, de bénéfice d'être deux, je pense il nous a beaucoup aidé à se tirer vers le haut et puis de continuer à se soutenir ouais, à continuer. Quoi. Parce que le principal, c'est vraiment de continuer. Ça fait 8 ans, si je dis pas, non plus, du coup, que vous bossez ensemble avec Michael Sen. Aux 17 ans, ouais. 17 ans. Oh, pourquoi 8? Bah 8 parce que c'était QSMIC 8. Ok, Ouais. Donc, voilà, 8 pendant 8 8 ans ans que avec Smic, QSMIC, et et après après, il y a eu le maintenant, rachat vous avez... d'Academic après, Work. ok, Ouais. mais on va se concentrer sur le début. Euh, on parle souvent de l'importance justement de la relation de ton cofondateur, de ce que ça peut apporter à la boîte. Tu disais justement, bah, quand il y en a un qui est down, l'autre il peut relancer un peu. Vous avez peut-être lui était plus sales, toi tu étais plus peut-être technique, etc. Vous avez chacun vos forces. C'est quoi tes recommandations, on va dire, ou tes suggestions justement sur le fait de choisir un beau cofondateur, pardon? Ouais, alors je sais pas trop, j'ai pas beaucoup d'expérience. C'est vrai que t'en as choisi un et c'était le bon. Faites ça. Faites ça, choisissez-en un. Et puis... Le conseil numéro 1. Non, mais je pense que vous avez eu, on en parlait aussi avec Max, je pense que c'est comme tout, là, que maintenant on voit le truc comme un truc très joli, etc. Mais je pense que vous avez eu aussi, comme dans un mariage, quoi, vous avez eu énormément de moments difficiles. Je pense que ça n'a pas dû être tout joli tout le temps, des très bons moments, des moments plus durs. Ça doit varier aussi vachement, donc ça. Ouais, C'est pas une facile certaine non plus. complémentarité, c'est bien. Après, de s'assurer qu'on a une sorte d'alignement sur des valeurs fondamentales, je pense que c'est bien de pouvoir se faire confiance, de se dire les choses. Je pense que ce qui a vraiment fonctionné entre nous, c'est qu'on on était toujours alignés sur ce qu'on voulait faire, où on voulait aller, et le fait qu'on allait le faire ensemble et développer ça ensemble. Enfin, on se connaissait depuis avant, on était amis, on s'est lancé, mais en même temps, on a réussi à avoir une sorte de bon fonctionnement entre les affaires, enfin, et la vie privée. Enfin, ça a bien fonctionné. Après, qu'est-ce qui a fait que ça a bien fonctionné? Je pense qu'en tout cas, on a toujours voulu. Les discussions entre nous, c'était pas de savoir qui avait raison entre les deux. C'était de se poser la question de quelle est la meilleure solution et comment on y arrive ensemble. Donc, contribuer à la discussion, enfin, quand on a des sujets où on n'est pas forcément d'accord au début, on doit réfléchir. Mais on a toujours voulu être constructif parce qu'on savait que les deux, ce qu'on voulait, c'était la meilleure solution. Donc aussi, je pense que des caractéristiques, enfin un ego trop grand ou quelqu'un qui a envie d'être plus, de s'en sortir un peu mieux, etc. C'est peut-être des choses qui peuvent aller à l'encontre, quoi. Ou quelqu'un qui est très déterminé à vouloir que les choses soient faites exactement de sa manière et pas forcément de l'autre. Enfin, ce genre de petites choses, ça peut être, je pense, une difficulté qui peuvent créer des petits conflits, des clashs. Et puis c'est sûr que si surtout, je dirais, tôt dans l'aventure, ne fonctionnent pas ensemble, bah, c'est compliqué. Mais ça, vous avez dû le créer, enfin, aussi tu le crées avec lui d'une certaine manière, parce que tu commences ta boîte, tu vois, tu sors de l'uni ou tu es même encore à l'uni, tu sais pas trop comment la personne va être. Tu l'imagines parce que c'est ton pote, donc tu dis ok, il est comme ça. Mais concrètement, il y a une grosse différence entre comment est la personne à l'uni, comment est la personne au travail, comment elle agit s'il y a du stress. Enfin, tu sais, tu découvres des nouvelles facettes d'une personne en créant une boîte avec elle. Ouais. Donc, il y a des fois où j'imagine que tu vois, ça allait pas, dans le sens mais la manière dont il a réagi, j'aime pas. C'est assez dur de trouver, après aussi de s'adapter en disant bon, bah lui est mauvais là-dedans, moi je suis meilleur là-dedans, on va se compléter, etc. Mais c'est assez chaud de construire ça avec lui parce que vous avez dû changer aussi. Ouais, c'est clair. Ben, je pense que c'est un peu ce qu'on peut voir plus dans les stats, qui n'est pas notre cas, mais d'autres qui échouent à cause de ça. Quoi. Enfin, et bah, tu as tout à fait raison. Je pense que ça s'est construit au fur et à mesure. On a appris à se connaître au fur et à mesure, à se faire confiance aussi en traversant des difficultés. Donc oui, c'est une relation qui a évolué, qui a changé, qui s'est développée au cours du temps, mais qui en tout cas dans notre cas au final a fonctionné. Et je pense que la sorte de bonne intention, de bonne volonté l'un face à l'autre, de voir ça comme un truc ensemble plutôt qu'individualiste, ça nous a servi. Ouais, c'est ces valeurs fondamentales qui vous ont vraiment rapproché et qui ont fait que vous avez réussi à construire ça ensemble. Même vision similaire, valeurs similaires.
et une envie aussi d'aider, de se soutenir pour réussir à atteindre l'objectif. Ouais, je pense de vouloir se battre pour atteindre un objectif commun, quoi, et de se dire que, en fait, je valorise l'opinion de l'autre personne. C'est quand on a une discussion, je sais que même s'il n'aura pas la même opinion, bah, on veut les deux trouver la meilleure solution. Enfin, vraiment euh, avoir une sorte d'estime de la personne avec qui on travaille. Après, honnêtement, on n'avait pas fait un long processus d'identification de valeurs communes. C'est ça que je veux on dire, aimait c'est bien pour boire finir, une t'es là, bière bon, bah, ensemble, voilà, quoi. c'est ça, c'est pour finir, on va l'essayer, puis après, vous avez travaillé dessus. Oui. Parce que de nouveau, c'est pas un truc que tu fais, alors tu te fais peut-être plus tard, quand t'es plus vieux, plus mature, puis que tu cherches un associé, puis c'est ta 5e boîte, peut-être. Hein. Mais sur le principe, généralement, t'es là, bon, bah, t'es sympa, allez, on y va. Mais Et ça, puis c'est après, intéressant, tu ça, parce que construis ça, quoi. ça, là, on parle de MIG, donc un des premiers, mais même les premiers employés, ça, c'est important. En fait, parce que quand tu as une équipe de moins de 10 personnes, c'est mieux si on s'entend avec les gens, parce qu'on est quand même très proches les uns des autres, on travaille ensemble. Donc, je me rappelle, au début, on se posait toujours cette question, mais est-ce qu'on irait boire une bière avec cette personne? Est-ce qu'on serait proche? Et puis, même, moi, je me rappelle, j'exprimais souvent qu'on se disait, on veut que ce soit une petite famille, quoi. On veut qu'on soit proche, qu'on puisse faire des choses ensemble. Aujourd'hui, l'équipe, je l'approche plus du tout comme une famille, je l'approche comme une équipe sportive. Ça veut dire que c'est différent dans le mindset. Quand on est plus grand, la famille vient aussi avec parfois des problèmes, quoi. C'est-à-dire qu'une famille, et associé, ça peut aussi parfois être difficile. C'est-à-dire que alors associé, on est peut-être lié à vie. En tout cas, on a envie d'être lié dans le projet jusqu'au bout, avec toutes les personnes qu'on engage. Pas toujours forcément, ça veut dire qu'il faut qu'on soit liés ensemble, aussi bien que ça fonctionne pour un parti comme pour l'autre. Si à partir d'un moment, c'est plus bien pour un des deux partis, il vaut peut-être mieux passer à autre chose. Et ça, c'est pour que l'entreprise et que pour les deux parties ce soit sain, bah, il faut le construire dans ce sens-là. Donc ça, moi aussi, j'ai pas mal évolué mon mindset là-dessus. Ça dépend un peu des circonstances et de la taille de l'entreprise et ça dans laquelle on travaille. C'est à partir de quelle taille tu penses qu'il y a ce shift qui s'opère? Ça dépend un petit peu pour qui, quoi. Mais ce qui change, en tout cas, donc quand on opère une entreprise avec 10, 20 personnes, c'est encore possible d'être, par exemple, à 2 managers de toutes les personnes qui sont dans la structure. Donc ça veut dire que tu n'as pas de manager de manager. Une fois que tu commences à avoir une structure où tu as des managers de managers, donc moi aujourd'hui j'ai des managers de managers de managers, enfin c'est plus comme ça. Donc probablement que, mais c'est pas que la complexité de la structure qui fait ça, de nouveau, mais c'est aussi pour le sorte de bien-être de tous. En fait, si une personne se dit je dois rester dans cette entreprise parce que c'est la redevabilité que j'ai, parce qu'on est une petite famille et si je quitte la famille, c'est quelque chose qu'on ferait jamais dans son cercle privé, dans sa vie privée, bah, cette personne peut se retrouver dans une situation de pression propre qui est assez forte et puis en fait une sorte de mal-être de santé mentale, quoi, qui peut commencer à être difficile. Donc faut trouver un peu l'équilibre, quoi. C'est aussi, je pense que quand tu es petit, c'est bien parce que ça soude énormément, tout le monde a envie de s'attacher au projet. Quand tu deviens plus grand, c'est important que la personne sente que je ne suis pas ici parce que c'est des membres de ma famille, je suis ici parce que je peux me développer, je suis ici parce que je peux bien gagner ma vie, je suis ici parce que je peux réussir, je suis ici parce que j'accomplis d'autres choses qui ne sont pas des choses où je le fais parce que je suis lié à Marcus. Ou en tout cas, on le fait ensemble les uns. Ouais. Donc, ça dépend un peu de quelle entreprise, à quelle taille. Je pense que, en tout cas, pour moi, c'est aussi probablement une sorte de maturité qui s'est faite au fur et à mesure. Au début, tu vois un peu groupe de potes, un peu côté un peu familial, tu es très lié les uns aux autres, ce qui est super, hein, dans une certaine phase, ça peut venir avec certains challenges. Aujourd'hui, j'aime plus le côté sportif, ce qui ne veut pas dire que je ne valorise pas les employés. Hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'on a envie d'avoir une approche sèche, je sais pas, licencier des gens parce qu'ils ne performent pas. Mais c'est d'avoir une approche vraiment saine, où on se pose la question réciproquement, est-ce que c'est un bon endroit pour toi en ce moment, pour te développer, pour réussir, etc. Et pour l'entreprise aussi. Intéressant. T'es passé par tous les stades, hein, donc vous étiez 2, ensuite vous étiez 10, maintenant c'est énorme, etc. T'es passé par vraiment un peu tous les stades, et autant le côté entrepreneur, et puis ensuite tu fais partie d'une boîte, t'es employé d'une société, etc. Puis t'as des managers de managers de managers, comme tu mentionnais. Est-ce que t'as appris au fur et à mesure? Est-ce qu'en même temps, tu t'es éduqué sur le management? Est-ce que tu as lu des choses? Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé? Comment tu as un peu évolué au fil du temps? Ou est-ce que c'est venu naturellement parce que tu fais les choses et c'est plus un apprentissage par la pratique? Un petit peu des deux, je dirais. Déjà dans le leadership, alors c'est assez complexe, hein, on pourrait en parler pendant longtemps, mais il y a différents cycles. Donc aujourd'hui, je dirais que j'approche les choses de manière un peu plus théorique, parce que
aujourd'hui, on doit aussi transmettre les connaissances et comment faire à d'autres personnes. Donc, au début, quand tu te l'appliques à toi-même, quand tu essayes de faire, tu essayes de faire au mieux, tu apprends tes erreurs, tu fais des choses qui vont probablement se rapprocher de la théorie, mais tu l'as peut-être pas encore formulé aussi clairement. Et petit à petit, en grandissant, tu commences à mettre des mots théoriques dessus et de comprendre comment ça fonctionne. Donc, mais ça, de le faire tout seul, c'est super, mais il vaut mieux s'aider un peu de ce qui existe, quoi. Donc, il existe beaucoup de littérature, par exemple, sur les sujets, sur comment développer une entreprise, comment approcher la culture de l'entreprise, l'engagement, le leadership, des fondamentaux pour vraiment réussir à créer un environnement sain. Et moi, je l'ai fait, comment je l'ai fait concrètement? Déjà en rejoignant Academic Work, évidemment, beaucoup de ressources avec cette entreprise. Après, des podcasts, des lectures, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, ouais, j'écoute. T'as consommé beaucoup de... Ouais, énormément, ouais. Okay. Et je trouve aussi que ça, c'est toujours... en fait, on s'intéresse beaucoup plus à ce contenu quand on l'a vécu. En fait, ce que je veux dire par là, c'est essayer de se dire, avant de me lancer, je vais écouter tout le contenu, comme ça je vais avoir compris comment ça fonctionne. Pas sûr. Par contre, en ayant vécu le problème et en entendant quelqu'un qui parle de problème, là on se dit, ouais, je sais, et puis ok, t'as raison. Ouais, ou en étant dedans, parce que tu sais, tu peux lier à des... Il faut un peu le mix des deux, quoi. Le mix de la pratique et de la théorie. Juste l'un sans l'autre, c'est pas méga efficient, je dirais. En 2014, tu es venu me voir à Stockholm parce que j'habitais là-bas à ce moment-là, avec Mick. C'était justement quand vous faisiez racheter par Academic Work. Je me souviens, on avait célébré ça, c'était hyper sympa. Comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là? Tu as parlé au début du fait que c'était un peu des sentiments partagés entre, au final, est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Est-ce qu'on aurait dû rester seul? En fait, c'est trop cool, mais en même temps, est-ce qu'on aurait... Enfin, comment tu as vécu cette vente? Alors, forcément, elle ne s'est pas faite en un jour, hein, elle s'est faite sur une assez longue durée. Mais je serais intéressé de savoir comment tu te sens et quelles sont un peu les émotions qui te traversent pendant un processus comme celui-là. Je pense que, en fait, quand on est entrepreneur, quand on a une responsabilité d'un certain nombre de personnes, de chiffre d'affaires, de salaire, déjà, il y a une pression qui lâche un peu, quoi. Il n'y a pas la même pression sociale qu'on se met sur soi-même. Est-ce que l'entreprise va survivre dans 6 mois? Est-ce qu'on va réussir? Tous ces trucs-là, en tout cas, pour moi, c'était un peu une pression qui relâchait. Donc ça, c'était hyper agréable. Et puis après, il y avait un peu je pense que l'inconnu de qu'est-ce que ça va donner, cette nouvelle histoire, qui pour moi était nouveau. Je dirais que je suis peut-être pas la meilleure personne pour suivre un cadre très strict ou réglementé, ou si on me dit ce que je dois faire exactement, j'ai jamais vraiment eu ce genre de position, donc je savais pas trop où j'allais, quoi, même si on avait le sentiment qu'il y avait un super mix, un match culturel, que l'entreprise me plaisait. Est-ce que en intégrant cette entreprise, on allait arriver dans un environnement qui en fait me plaisait pas? Donc il y avait une sorte de soulagement cool et d'excitation du futur, et puis en même temps une sorte de crainte de qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'on a fait le bon choix? Je pense que c'était un peu le mix des deux, mais je pense que l'excitation prenait bien plus le dessus, quoi. En plus d'arriver dans ces bureaux à Stockholm, c'était cool à l'époque, il y avait plein d'énergie, d'enthousiasme, de sentir, la boîte c'était une grosse boîte, de sentir qu'on allait faire partie de cette aventure et d'avoir un projet qui s'inscrivait dans la croissance du groupe, c'était surtout excitant. Ouais. C'est la première boîte qui rachetait ou pas du tout? Ils avaient souvent fait des acquisitions? Non, alors c'est la première acquisition qu'ils ont faite. Okay. Il y en a d'autres qui pour ont les deux, c'était un peu c'était une nouveauté pour les deux d'une certaine manière, quoi. Ouais, c'est assez exact. Cool. Alors après, il y en a d'autres qui ont été faites par la suite, qui n'ont pas toutes mené à un succès comme la nôtre a fait, mais c'est sûr que cool pour les deux d'avoir fait ce premier pas et que ça ait fonctionné pour les deux. Ouais. Et comment tu passes par le process de valorisation dans un moment comme ça? Est-ce que j'imagine que vous avez fait appel à des conseillers externes, etc. Comment vous avez valorisé? Est-ce que tout le monde était content au final de la valorisation, ou est-ce que c'est un peu comme on dit, tout le monde est un peu insatisfait et du coup on part là-dessus? En tout cas, c'est sûr que de nouveau, comme on n'était pas dans une situation de nécessité extrême ni d'un côté ni d'un autre, on n'était pas dans une urgence particulière. C'était des discussions qui ont évolué au fur et à mesure. Moi, je pense que les deux parties étaient dans une intelligence suffisante de se dire, pour que ça marche, il faut que ce soit un win-win. Ouais. Eux, en fait, de nous racheter sans qu'on reste, c'était pas méga attractif. Donc, c'était important d'avoir aussi un plan un peu earn-out qui est terminé maintenant. Je suis toujours dans l'entreprise, mais c'était quand même d'avoir un plan où, en fait, on allait recevoir une partie au début, mais on allait aussi recevoir en fonction du succès futur. Et puis, pour nous, en contrepartie, on trouvait que c'était aussi juste, en fait. Donc, je dirais, pour nous qui vendions l'entreprise, c'était pas juste de se dire, il faut maximiser le gain tout de suite. En fait, il faut se dire, les deux étaient capables de réfléchir à est-ce que c'est bien pour moi et est-ce que c'est bien pour l'autre. Pour moi, dans une négociation, pour qu'elle se passe bien, il faut que les deux parties soient capables de se poser la question de est-ce qu'on est en train de faire quelque chose sain
dans les deux sens, quoi. Ouais. C'est intéressant cette idée de earn-out parce que on a lu le bouquin Build to Sell, je sais pas si tu l'as déjà lu, Ouais, qui est assez intéressant où justement un des chapitres dit ne faites surtout pas de earn-out. ouais. Donc c'est intéressant que toi t'en aies fait un et je suis assez d'accord sur le concept que c'est relativement normal quand même quand une boîte se fait racheter d'accompagner en tout cas pendant une certaine durée, après on reste ou on reste pas, ça on peut en parler aussi, mais cette transition pour que ça se passe bien au final. Parce que de vendre la boîte et de sortir du jour au lendemain, c'est très compliqué. Bah, ça dépend ce qu'on cherche, je pense. Nous, on avait 30 ans, on cherchait pas à aller à la plage et puis s'arrêter là. En fait, on était méga inspirés de continuer à développer le truc, mais ensemble plutôt que seul. Ouais. Donc, pour nous, en tout cas, le earn-out, c'était très bien. Et en plus, nous, de nouveau, on vendait pas parce qu'on voulait absolument cash out et arrêter à ce moment-là. On vendait parce qu'on se disait, on pense qu'on va réussir à faire mieux ensemble. Donc, on croyait dans le projet. Et je pense que le fait d'accepter un earn-out, ça communiquait aussi, bah, on est d'accord parce qu'on y croit. Ouais. Donc, moi, je pense que ça, c'était notre manière de le communiquer. Eux, enfin, réciproquement, quoi. C'était aussi, bah, je pense que après, ça dépend des conditions, mais peut-être qu'en fonction des situations, avec un earn-out, on peut avoir un plafond qui est un peu plus élevé, par exemple, parce que l'entreprise, si elle doit tout payer au début, bah, il y a peut-être une partie risque qui est un peu plus grande. Enfin, et puis après, il y a toute cette sorte d'évaluation de confiance. Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce que la personne qui vend croit dans son projet? Si elle y croit, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas d'accord de faire un autre? Enfin, je pense qu'il y a plein de questions à se poser. Ouais. Je pense que c'est pas blanc ou noir, quoi, mais et ça dépend de la situation du vendeur et de l'acheteur et de ce qu'ils ont envie de faire de cette boîte pour la suite. Mhm. Vous avez pris la décision comment de vendre? Ça veut dire, est-ce que vous étiez tout de suite d'accord avec Michael? Est-ce que, tu vois, est-ce que c'est venu petit à petit? Est-ce que au début vous vous êtes dit à un moment donné, non, non, mais en fait on peut le faire tout seul, on va construire un truc énorme, mais tout seul? Ça s'est Ouais, passé bon, on s'est comment un posé peu? la question, c'est clair. Après, bah, on a été inspiré par cette histoire. Enfin, je pense que c'était. On avait suivi Academy Quark, puis en fait, en les rencontrant, on les a juste trouvés trop sympas, quoi. Ok. En fait, je pense que franchement, il y avait beaucoup de ça. C'était quand ça match culturellement et quand je dis match culturellement, donc c'est un peu l'énergie, les valeurs, les trucs, mais aussi le projet d'ambition et de voir ce que eux avaient réussi à construire et à quel point on était alignés sur on veut aller un peu conquérir un marché. Bah, c'était inspirationnel. Donc, bah, on s'est posé la question évidemment plein de fois. Est-ce qu'on a envie de faire ça? Mais à la fin, on était tout à fait alignés pour le faire. Et le business model à ce moment-là était littéralement le même. Est-ce que vous faisiez la même chose, les QSMIC et Academic Work, ou est-ce qu'il y avait des choses quand même que vous deviez adapter en fonction de eux, enfin, de ce que eux faisaient, etc. Ouais, on a dû adapter un petit peu certaines structures internes, entre autres comment est-ce que les tâches étaient réparties dans les fonctions internes, entre les employés, etc. Qui faisait quoi, comment. Donc, on a un peu adapté les processus pour être plus dans le moule académique, quoi, je dirais. Ouais, ok. Ce qui nous a vraiment aidé après à un peu À mieux vraiment structurer. accroître notre rythme de croissance. Ouais, ok. Et comment ça se passe la transition? Donc vous passez d'une boîte de, si je dis pas de bêtises, 30-40 personnes à 1500, entre guillemets du jour au lendemain, même si ça se fait petit à petit. Ça se passe comment cette transition Bon, en fait, pour nous, dans notre quotidien, ça changeait pas beaucoup dans notre travail de tous les jours. Donc, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont dit un peu, bon, bah, ok, bon, bah, on vous rachète, voilà, modèle d'earn-out, mais vous continuez à gérer la Suisse de manière autonome. Donc, Ok. en fait, pour nous, c'était plus, on fait partie d'un groupe avec les reins solides que ça apporte, les possibilités de financement que ça apporte pour soutenir la croissance, mais aussi les processus, enfin, des soutiens de développement, de training, ce genre de choses-là. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce mais et cette addition du bah, vous êtes autonome, on vous fait confiance, allez-y, je pense que ça aurait été plus dur. Mhm. Si par exemple il nous avait dit, enfin tu posais la question tout à l'heure de est-ce que vous avez dû changer les process? Bah en fait on a changé les process parce qu'on avait envie de changer les process, on avait envie d'être aligné avec Ils eux. vous ont pas Si forcé à le faire. non, voilà. En fait, ils nous ont vraiment laissé cette autonomie, cette liberté. Et je pense que ça, pour Mick et moi, c'est quand même important. Enfin, je dirais, et c'est aussi une des raisons du succès, à mon avis, c'est qu'on a pu continuer à driver le truc de manière enfin un peu dans le cadre de ce qu'on croyait allait réussir localement. Alors très souvent, ce qu'on pensait réussir était très en ligne avec ce que faisait le groupe, mais d'avoir cette indépendance, de ne pas sentir qu'on rentrait dans un moule ou dans un cadre qui était beaucoup plus strict ou beaucoup plus. Donc, pour répondre à tes questions, en tout cas, pas beaucoup de changements dans la vie de tous les jours. Après, plein de trucs cool qui viennent s'ajouter, enfin, des célébrations de différents milestones de l'entreprise. Tu fais partie d'un plus grand groupe. Donc, je dirais ouverture vers plein de nouveaux challenges, de nouvelles réalités auxquelles on était moins confrontés avant.
Ouais, c'est intéressant. Moi, je me souviens quand le rachat s'était fait, on avait un peu discuté, toi et moi, sur qu'est-ce qu'il allait se passer une fois que le earn-out était terminé. C'était sur 3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, officiellement le deal. Finalement, vous avez tous les deux décidé de rester après le earn-out. Enfin, à la base, je me souviens, il y avait des discussions. Est-ce qu'on part faire autre chose? Est-ce qu'on lance une nouvelle boîte? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui sont des questions normales à se poser à ce moment-là. Finalement, tous les deux, vous êtes restés, vous y êtes encore, et vous avez encore envie d'y rester, à ma connaissance. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que finalement la décision a été de rester et de pas lancer autre chose? Ouais. En fait, je pense que je répondrais spontanément, bah pourquoi pas. En fait, ça dépend un peu de ce qu'on cherche, quoi. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie, tu vois. Ouais, Et je pense que bah, quelles sont les alternatives. Donc, bah, soit c'est d'aller recréer un nouveau truc, soit c'est, je sais pas, plus travailler si on a pas envie de ça, soit c'est d'aller travailler dans une autre entreprise. Donc, ça, ce sont les alternatives. Donc, au final, tu évalues les alternatives, ce qu'elles vont t'apporter dans ta vie de tous les jours, et ce qu'elles peuvent t'apporter comme projet, de où tu vas, de qu'est-ce que tu construis. Et que ce soit pour Mick et moi, on adorait le projet qu'on continue à construire. En fait, pour nous, je pense qu'on a continué à sentir que c'était comme continuer à développer le projet qu'on avait lancé initialement, mais au sein d'un groupe, mais on pouvait continuer à développer l'entreprise dans la bonne direction. Donc là, maintenant, on ouais. avance vers notre plan de 100 millions en Suisse, et puis on continue à se développer dans cette direction-là, puis on trouve ça super, en fait. C'est des challenges au quotidien qu'on adore, enfin, plein de problèmes, plein de difficultés, mais au final, quand tu prends du recul, on est content avec ça. Avec Ouais. après, donc une structure de. Alors le earn-out est terminé, mais on a un cadre qui nous convient, qui nous plaît, dans lequel on a envie de. On continue à sentir qu'on grandit, qu'on se développe, qu'on va dans la bonne direction. Donc en fait, bah oui, bah, je pense que on se pose enfin, c'est normal, les gens se posent la question à différents moments, comme moi je dis toujours aux gens qui travaillent chez nous, bah, posez-vous la question. Enfin, si vous pensez qu'il faut aller ailleurs, il vaut mieux aller ailleurs. Enfin, vous n'êtes pas menotté ici. Nous, on veut que vous restiez ici parce que vous avez envie d'être ici. C'est comme ça que vous vous épanouissez ici. Puis moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Moi, je reste parce que je m'épanouis. En fait, Ouais. je me plais, quoi. Ouais, c'est le plus important au final. Ouais, C'est que tu sois content là où t'es et que ça te plaise. ouais, j'ai l'autonomie, l'indépendance, mais en même temps, un projet qui m'inspire. Enfin, tous ces éléments-là qui, pour moi, sont importants quand je choisis ce que j'ai envie de faire de mes journées. Ouais. C'est drôle parce que pour nous, on a souvent des gens assis dans ce fauteuil qui ont fait le chemin inverse. Ça veut dire que bah, ils nous racontent qu'ils bossaient dans une grosse boîte, etc. Et puis ils sont partis, ils ont monté leur boîte, etc. Toi, tu as fait un peu le chemin inverse. Euh, et parce que j'ai l'impression qu'on a souvent ce côté un peu dans l'entrepreneuriat, un peu l'ego qui parle. On veut que ce soit sa boîte, on veut toujours ce truc qui, pour moi, plus je vieillis, plus je trouve faux d'une certaine manière. Si on trouve un endroit où on est bien, est-ce que c'est ta boîte, est-ce que c'est pas ta boîte, enfin, du moment que tu t'y sens bien, tu fais quelque chose qui t'apporte quelque chose, que tu gagnes ta vie avec, parce que c'est aussi important, etc. On s'en fout un peu, quoi, d'un côté, non, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis là, d'une certaine manière. T'es là, ok, maintenant, aujourd'hui, bah, j'ai vendu ma boîte. Alors oui, il y a un succès derrière et c'est vachement beau, mais en même temps, est-ce que c'est important d'être employé, pas employé, du moment que tu trouves ton bonheur d'une certaine manière, quoi. Franchement, je pense que ça dépend, ça dépend des gens, quoi. Mais tu as utilisé le mot ego et puis je pense qu'il est assez juste. En tout cas, si tu veux relancer une boîte pour ton ego, pour une sorte de statut, pour te prouver à toi-même, ou peut-être à toi-même, mais si c'est pour prouver aux autres que tu peux le Que tu peux le refaire refaire. et que, en fait, tu as un talent et que tu cherches toujours à démontrer quelque chose, moi je pense que c'est une sorte de fausse recette, ou c'est une recette du malheur, peut-être. Enfin, Mhm. pour être heureux, il vaut mieux essayer de se poser les questions de moi, en fait, de quoi est-ce que j'ai envie. Et alors, c'est possible que certaines personnes, bah, moi j'ai envie de recréer des boîtes, quoi. C'est ma passion, c'est ce que je kiffe. J'aime toujours faire des boîtes au début, et puis j'ai pas envie de. Parce qu'une plus grosse entreprise, il y a un peu de politique d'entreprise, enfin, il y a d'autres challenges, et puis peut-être que des gens détestent ça, donc ils ont envie de recréer des trucs, et pour eux, c'est leur kiff. Ils le font pas pour ce que ça dégage comme image auprès d'autres, mais ils le font pour eux. Là, je pense que c'est super. Si c'est pour d'autres raisons comme ego, statut, enfin, ouais, ou je sais pas. Ouais, enfin, l'image qu'on dégage, je pense que ça, c'est pas forcément. Enfin, je te rejoins, quoi. Je pense Mhm. que c'est peut-être pas la meilleure raison. Et comme Alex disait, c'est marrant, souvent on a des gens qui étaient dans des corpos et qui sont devenus entrepreneurs parce qu'ils en avaient un peu marre d'être employés et qu'ils ne se voyaient pas trop gravir les échelons du corporate, entre guillemets. Toi, tu as un peu l'inverse. Aujourd'hui, tu montes un peu en grade, entre guillemets, au sein d'Academic Work. C'est assez intéressant. Comment tu commençais justement de passer d'entrepreneur un peu libre, un peu avec tous les problèmes de tous les jours, à au final être dans une structure forcément plus politisée, forcément où il y a des décisions qui doivent être prises avec des plus grands groupes, où c'est potentiellement un peu plus lent. Bon, tu disais que ça te rassurait quelque part parce que tu avais moins de pression. Quels sont peut-être les avantages et les inconvénients de ça?
Ouais, de manière générale, c'est assez frustrant quand il y a beaucoup de gens qui doivent participer avec des. Enfin, plus la machine est grosse, plus c'est difficile à faire avancer, quoi. Donc, moi, j'ai une personne assez impatiente, donc c'est sûr que j'ai envie que ça avance plus vite. Après, il y a beaucoup d'avantages. Enfin, si tu trouves que les gens avec qui tu travailles de manière générale sont des gens intelligents, qui t'apportent une perspective un petit peu différente, qui ont différents points de vue, enfin, ça reste intéressant et je pense que le sorte de cumul d'échanges mène quand même à une solution qui est meilleure. Moi, je dirais que pour moi, personnellement, ce qui a été intéressant, ou en tout cas ce que j'ai trouvé assez cool dans mon parcours, c'est d'avoir ces différentes étapes qui m'ont permis de me développer sur différents types d'aspects, quoi. Donc ça, après, dans l'ordre dans lequel on fait, je ne sais pas si c'est très important. Moi, j'ai pas non plus vraiment cherché à évoluer. Enfin, c'est vrai, aujourd'hui, maintenant, j'ai des responsabilités qui sont plus grandes au niveau du groupe, avec plus de pays, etc. Mais c'est pas que j'ai demandé absolument j'avais envie de progresser. On revient un peu à l'ego ou au statut. J'avais pas le besoin de faire ça, mais quand on m'a demandé, je me posais souvent la question de déjà, est-ce que je pense que moi, ça me développe et que ça va me plaire. Et la deuxième, c'est est-ce que je pense que je vais pouvoir contribuer. Enfin, est-ce que je pense que, est-ce qu'en allant dans cette direction, est-ce que je vais pouvoir aider quelqu'un? Parce que moi, je pense que moi, ce qui me plaît, c'est en fait, mais un peu égoïstiquement, mais à ma sauce, hein, c'est quand même de voir les autres qui se développent, de sentir que le truc grandit et comment est-ce que je peux contribuer à ça. Moi, c'est ça qui me plaît. Donc, oui, parfois c'est frustrant, mais dans sa globalité, ça m'apporte quand même beaucoup de choses et ça continue à me faire grandir. Donc j'apprécie ça. Cool. Si on fait un petit changement, un petit zoom out sur ton expertise aussi dans le monde du recrutement, euh, est-ce que tu vois ou quelle est la différence que tu as vue ou que tu as observée entre 2017, le travail, pour que les jeunes trouvent un travail? En 2017, vous lancez Cosmic. 2007. 2007, pardon, j'ai dit quoi? 2017, pardon. T'as 10 ans d'écart. 10 ans d'écart, ça va, j'étais pas loin. Et aujourd'hui, est-ce que tu vois, comment ça a évolué? Est-ce que c'est toujours compliqué et c'est toujours un challenge pour les jeunes de trouver un boulot? Est-ce que ça s'est amélioré de par Academic Work et le travail que vous avez fait? Enfin, pas que vous, mais dans l'idée de ce que vous avez apporté aussi. Comment tu vois ces dernières années en soi, les changements? Bon, il y a sûrement plein de choses qui ont changé, qui ont évolué. En plus, quand on était en 2007, on était tout petit, et puis aujourd'hui, on est un peu plus grand, donc j'ai probablement un peu plus de data, un peu plus de vision. Mais de manière globale, je dirais que la pénurie de talent a commencé plus ou moins à cette période-là, enfin, avec tous ces baby boomers qui partent à la retraite. Donc, c'est un sujet dont on parlait depuis longtemps, mais qui n'a pas arrêté de s'accentuer, quoi, et de devenir de plus en plus confirmé sur le marché. Donc, la recherche de personnel. Alors après, le marché est cyclique, hein, donc je veux dire, quand le marché va un peu moins bien, c'est plus facile de trouver des gens. Quand c'est en boom, c'est plus difficile de trouver des gens. Mais globalement, c'est difficile au fur et à mesure pour les entreprises de trouver la relève, de recruter de manière générale. Donc ça, je dirais, c'est la grande tendance de manière générale. Donc c'est de plus en plus dur depuis 2007, selon toi, de recruter chaque année qui passe. Il n'y a pas de... En tout cas, si on pose la question à nos clients, il y en a 70% qui vont répondre que c'est dur pour eux de recruter. Enfin, Okay. ça, c'est des sortes de. Donc nous, après, on fait aussi, on fait des études, hein, sur comment attirer les jeunes professionnels. Enfin, le WIPI, ça s'appelle. Donc un attraction Le comment, index. pardon, Le WIPI, c'est une conférence qu'on fait une fois par année, une étude où on pose des questions aux jeunes, et on discute avec les employeurs. Et donc, c'est sûr qu'on est beaucoup dans ces questionnements-là. Après, la problématique, elle est très différente. Faut vraiment aller après la démêler en détail. Hein, mais est-ce qu'on est en train de parler de recruter quelqu'un dans le marketing, ou est-ce qu'on parle de recruter quelqu'un dans la cybersécurité? Enfin, disons, ça dépend. Il y a des secteurs dans lesquels il y a beaucoup plus de pénurie que dans d'autres. Ouais, c'est un peu Donc, ça. Parce que moi, j'avais posé une question un peu bête d'une certaine manière. Parce qu'on parle toujours de pénurie de talent, mais quand tu te balades sur LinkedIn et tu vois 2000, comment tu dis, 2000 applications pour tu vois, il y a déjà 200 personnes qui ont apply pour ce truc et tout. Tu te dis, mais attends. Et quand tu postes une annonce, tu reçois. Alors, est-ce que c'est qualitatif ou pas? C'est une autre discussion, mais tu reçois énormément de choses. ouais. Ça dépend beaucoup, j'imagine, de l'industrie aussi. Ça dépend de l'entreprise qui recrute, ça dépend de quel poste ils recrutent, ça dépend aussi de l'approche qu'ils ont de leur recrutement. En fait, qu'est-ce qu'ils cherchent et est-ce qu'ils cherchent un volume, est-ce qu'ils cherchent la qualité. Donc oui, il y a plein de petits critères dont il faut tenir compte, mais globalement, la pénurie de talent, c'est sûr. Enfin, je pense que si vous parlez aux entreprises, elles exprimeront ça comme leur challenge, un de leurs plus gros challenges. Et c'est quoi les défis principaux au sein de ce recrutement-là? Alors, forcément, trouver la bonne personne, mais qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile de trouver cette bonne personne? Je pose la question aussi parce que dans une ère de l'intelligence artificielle où il y a beaucoup de gens, typiquement dans l'IT ou les développeurs, qui petit à petit on se rend compte que peut-être que cette IA peut remplacer une certaine partie,
Euh, mais qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile? C'est quoi le challenge principal? Bah, c'est assez simple. S'il y a besoin de 100 000 profils et qu'il y en a 20 000, tout le monde ne va pas trouver. Donc, En effet. c'est ça la guerre des talents. La guerre, c'est qu'il n'y a pas assez de gens, en fait. Tu vois, même la Poste suisse, par exemple, ils doivent ouvrir au Portugal un centre d'informatique parce qu'ils n'arrivent pas à recruter des gens en Suisse. Enfin, tu te dis, c'est quand même un peu la confédération, enfin, en tout cas un organisme public. Donc, c'est petit à petit, il y a des challenges comme ça pour trouver les talents localement. Donc, c'est comment est-ce que tu fais pour vraiment trouver les gens. C'est vraiment une sorte de jeu de nombres. Ouais, en fait, le marché est trop petit, globalement. Si on parle de la Suisse romande uniquement, parce que c'est là où vous êtes les plus gros, quelque part, on n'est que 2 millions de personnes, donc t'as assez vite fait le tour, au final. Bah après, tu peux toujours, enfin, tu peux attirer des gens d'ailleurs, tu peux trouver des solutions hybrides en fonction de comment fonctionnent les entreprises et de comment elles sont structurées. Mais oui, enfin, si on regarde ça, de nouveau, c'est un problème démographique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de gens qui sont nés. Enfin, les baby boomers, c'était une grande partie, puis maintenant les entreprises ont besoin de plus de gens que ce qu'il y a de gens. Enfin, si tu regardes l'ensemble. Après, il y a certains secteurs où c'est pas comme ça, d'autres où c'est le cas. Donc, le problème, il est de là. Mais après, nous, ce qu'on va dire à nos clients, c'est que ça dépend aussi d'un petit peu de comment vous approchez le problème. Donc, quand vous recrutez quelqu'un, qu'est-ce que vous cherchez? Comment est-ce que vous approchez ça? Enfin, comment est-ce que vous allez réfléchir quand vous recrutez? Et là, il y a beaucoup de gens qui peut-être ne se mettent pas assez à jour par rapport à la réalité du marché et c'est là où on essaie de les éduquer et de les aider. Mm. Vous êtes spécialisé, je ne sais pas comment vous les appelez à l'interne, mais on va dire les jeunes talents. Ouais. Ouais. Comment est-ce que tu généralement expliques à une société l'importance de se concentrer sur ces jeunes talents, d'attirer ces jeunes talents? C'est quoi le bénéfice, on va dire, pour les sociétés aujourd'hui d'essayer justement comme tu disais, de modifier certaines choses ou de changer, de transitionner pour aller attirer ces personnes-là? Ouais. Bah, je vais peut-être un peu inverser la problématique juste pour qu'on réfléchisse un peu ensemble du truc. Donc, quand une entreprise veut recruter quelqu'un, pourquoi il veut recruter quelqu'un? Pour remplir un rôle ou une fonction. Ouais, mais pourquoi il veut remplir un rôle ou une fonction? Pour générer de la croissance, in fine. Ouais, en fait, probablement qu'il veut de la performance. Ouais. D'accord. Enfin, il a envie de la performance dans une certaine fonction. Mhm. Donc, le plus simple, en général, c'est de le comprendre sur du sales, enfin de la vente. En fait, s'il recrute un vendeur, il veut qu'il vende. Enfin, recruter un vendeur qui ne vend pas, ça ne sert à rien. Donc, en fait, au final, ce qu'il veut, c'est il a besoin de quelqu'un performant à un rôle. Ouais. Donc, après, la question qu'on va se poser avec lui, c'est OK, mais c'est quoi quelqu'un de performant? Et c'est là où souvent, on commence à tomber un peu dans quels sont les prédicteurs de la performance? Et puis ça, si je vous pose la question de nouveau, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez seraient les principaux prédicteurs de la performance? Dans un rôle de... Vous devez recruter quelqu'un, qu'est-ce que vous commenceriez par regarder? Qu'est-ce que vous diriez? Vous devez définir un rôle. Tu regardes les KPIs, quels sont les différents Alors ça, KPIs c'est le que tu poste, dois mais disons appeler si tu dois te focaliser sur le candidat. sur ses compétences. Ouais. Ouais. C'est drôle, c'est un débat un peu que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup en ce moment, c'est est-ce que tu te concentres sur les soft skills ou sur les hard skills par exemple. Ouais, Donc, est-ce que exactement. Puis comment tu les définis, comment tu les traduis en Voilà. performance derrière? Est-ce que quelqu'un de très outgoing pour un sales, c'est ce que tu recherches parce qu'il sera efficace? Peut-être que sur le papier ça a du sens, mais pas vraiment. Donc comment tu Donc définis voilà, vous cette commencez à performance? rentrer dans tout ce questionnement. Comment est-ce qu'est-ce qui va définir la performance dans le rôle? Et après, donc il y a des catégories très précises, et puis il y a des sortes de grandes catégories. La science, qu'est-ce qu'elle dit? Donc il y a certains critères, par exemple, il y a le nombre d'années d'expérience de professionnel, le nombre d'années d'études. Donc ça, c'est certains critères. Puis après, il y a des critères du type capacité cognitive générale, Mhm. intégrité, match culturel. Okay. Là, on parle de certains critères. Donc là, j'en ai mentionné quelques-uns. Enfin, on ne va pas faire un aller-retour. Je vais prendre un petit raccourci, je vais vous dire comment ça fonctionne. Mais je dirais que, en tout cas, scientifiquement, les compétences cognitives, c'est le meilleur prédicteur de la performance de la personne. Okay. Enfin, tous ont une certaine importance, hein, et puis le mieux, c'est d'avoir un mix de différentes choses. Donc, la capacité cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est de la logique, c'est du QI, ce genre de choses-là. Mais à ça, après, viennent une sorte de match de culture, de l'intégrité. Enfin, il y a différents critères. Le nombre d'années d'expérience, ça ne promet rien, quoi. Et je peux vraiment, très simplement, je peux utiliser un exemple pour l'illustrer. Max, tu joues au foot depuis combien de temps? Longtemps. J'ai dû faire 15 ans de foot, un truc comme ça. Ouais, peut-être même plus, quoi. Moi, je pense que Ouais, j'ai commencé plus, avec même toi plutôt quand tu avais 7 20, ans, ouais. donc Ouais, exactement. peut-être même presque Après, 30, j'ai fait une quoi. pause football américain, Ouais. mais oui, c'est Bon. beaucoup d'années, quoi. Bon, et puis, je sais pas, Mbappé, il joue au foot depuis combien de temps? Moins longtemps. Moins que toi, je pense. Bon, moi, je t'aurais pas recruté toi pour jouer au foot. Donc, en fait, c'est plus... et pourtant, quand tu vas regarder les annonces d'emploi, encore aujourd'hui, c'est presque toujours écrit X nombre d'années C'est un d'expérience. très bon exemple. Et c'est... En fait,
Pourquoi est-ce que les gens écrivent ça? Parce que c'est un raccourci de pensée dans la simplicité du rôle. On se dit, si la personne a fait ce nombre d'années d'expérience, c'est qu'il a dû prouver qu'il est bon Mais est-ce que dans le ça truc. t'assure pas quand même, parce qu'il y a quand même, alors c'est très juste je pense le point, mais est-ce que ça, généralement on le met aussi, peut-être, hein, moi dans ma tête c'est ça, ça t'assure, ça garantit pas, mais ça te donne une certaine assurance que la personne, elle agit d'une certaine manière, c'est-à-dire elle sait faire certaines choses d'une certaine manière ou pas. Tu vois, parce que tu dis ça fait 15 ans qu'elle bosse dans ce domaine-là, elle connaît quand même le domaine de la finance, tu vois, elle sait, elle va comprendre les anagrammes, elle va comprendre, tu vois, elle a quand même Alors une là, c'est plus connaissance. peut-être les compétences techniques au sein du rôle. Donc, il a probablement acquis des compétences Ok. techniques qu'il faut savoir identifier. Et puis, après, peut-être qu'en fonction du rôle qu'il a occupé dans une certaine entreprise, il a pu soit les acquérir très vite, soit il les a jamais acquises. Donc, ça dépend un petit peu. C'est pour ça que, de nouveau, c'est un mix C'est des trop critères. large, ok. Mais tu peux pas leur dire que c'est qu'un seul, en tout cas. Ok. Enfin, Ouais, si, c'est trop large pour le donc, définir comme. et pour revenir un peu aux soft skills, hard skills, donc, ce qu'on cherche, on cherche de la performance, on cherche un certain match culturel, hein, Mhm. et puis on cherche une durée de performance. Parce que aussi, tu veux pas recruter quelqu'un qui soit performant pendant une semaine et qui après est plus performant. Donc tu veux Ouais. que la performance idéalement s'inscrive dans ton entreprise. Donc à travers ça, tu dois essayer de réfléchir à quel est le meilleur mix de ce que je peux trouver. Et nous, ce on va essayer de les aider, c'est de dire, en fait, vous faites mieux d'essayer d'identifier un peu ce que tu as appelé soft skills, mais donc quelles sont les tâches qu'il doit avoir exécutées. Mais ça peut être par exemple du leadership, on l'a peut-être exécuté pas en étant manager, mais en étant chef scout, par exemple. Enfin, on a pu l'exécuter par d'autres manières, on l'a appris dans sa vie. Donc, comment est-ce qu'on a développé ce sorte de compétences? On additionne ça, on fait les soft skills, puis après, certains hard skills, on peut aussi les traîner, on peut les développer. Donc, c'est une sorte d'équilibre, et comment, ensemble, enfin, avec ce mix, on arrive à développer quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'un jeune professionnel, forcément, c'est quelqu'un qui ne va pas venir avec les années d'expérience, mais il peut avoir des compétences qu'il a acquises, il peut avoir des bons soft skills, et puis si on l'aide juste à se développer sur certains hard skills, on va réussir à avoir quelqu'un qui est performant dans la durée. Parce que si cette durée, enfin si on prend, je sais pas, quelqu'un qui doit travailler comme assistant administratif dans un rôle, il a fait 5 ans dans ce rôle d'administratif, on va recruter exactement la personne qui a fait ça parce qu'on dit qu'il est performant, mais est-ce que la personne est vraiment motivée à faire exactement la même chose encore pendant 5 ans? Moi, je vous dirais probablement que non. Pourquoi? Parce que les gens, pour être engagés, ils ont envie de sentir qu'ils se développent, qu'ils évoluent, etc. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit même ça un très smart bet, quoi. Parce que là, on va avoir cette problématique de est-ce que la personne va s'inscrire dans le temps. Donc, c'est tout un jeu d'équilibrage. Il faut faire vraiment attention de prendre des raccourcis, en fait, quand on recrute. Ouais. Et ça, c'est le côté entreprise. Il y a aussi le côté employé, enfin chercheur d'emploi, Ouais. et le côté générationnel. Donc, tu as parlé des baby boomers. Nous, on fait partie des millennials, mais aujourd'hui, il y a la Gen Z qui arrive. Donc, il y a eu un shift avec les millennials. T'en parlais notamment aussi dans l'interview à Créa, qui était hyper intéressante sur le fait que les millennials, ils cherchaient beaucoup de sens dans leur travail et que c'était plus qu'une question de salaire. Donc, le sens, l'ambiance au travail, etc., était hyper importante. Entre-temps, il y a eu le Covid. Donc forcément, ça change un peu la donne. Il y a eu la Gen Z qui est arrivée, qui a grandi de manière très différente de nous, avec les téléphones portables, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que ce que les jeunes recherchent aujourd'hui, c'est toujours un peu similaire à nous, les millennials, ou est-ce que ça a encore changé et c'est encore différent ce qu'ils recherchent? Justement, dans l'étude que je mentionnais tout à l'heure, le Wi-Fi, on pose la question en fait aux jeunes. Donc on a des éléments de réponse. En plus, on l'a fait chaque année depuis, je crois, 2017 ou un truc comme ça en Suisse. Donc Ouais. il y a des choses qui changent et il y a des choses qui restent fixes. Donc typiquement, je crois que quand j'avais fait cette conférence dont tu parles, c'était en 2019, quelque chose comme ça. On commençait à aller vers un mouvement où l'ambiance, on était dans un trend très Table de ping-pong. voilà, Pour un exactement. baby-foot, sinon je vais pas bosser. Le bonheur, qui était un concept qui était un peu mal compris. Ensuite, le Covid est arrivé, la flexibilité a fait un bond vers le haut. En Suisse, en tout cas, il y a une stabilité, le salaire et les avantages, c'est toujours en haut de la liste. Et c'est Ok. probablement un peu ce pragmatisme suisse. C'est pas le cas forcément dans tous les autres pays. Mais donc, relativement stable avec des pics de tendance, je dirais. Donc ce pic de tendance qui était un peu l'environnement, le bonheur, que nous on remettait pas mal en cause, hein, parce qu'on disait ce qui va aider, ce qui va créer la fidélité des gens chez vous, c'est pas la table de ping-pong ou le faux bonheur au travail. Ce qui va créer de la fidélité, c'est quelqu'un qui sent qu'il se développe, qui comprend la clarté de où il doit aller, comment il va réussir, et qui peut répondre à son ambition pour que son projet s'inscrive en combinaison avec celui de l'entreprise. Donc ça c'était ça. Maintenant, la flexibilité, ça c'est sûr que c'est vraiment un sujet d'actualité, quoi. Est-ce que de home office, télétravail, comment s'organise le travail? Donc
au début, les premières années post-Covid, le critère de la flexibilité était très haut, puis on commence déjà à voir qu'il descend aujourd'hui. Et je pense que ça, à voir, enfin forcément le monde a changé, on sera dans un environnement différent. Est-ce que les jeunes professionnels en particulier s'en sortent mieux en travaillant depuis chez eux? Pas sûr. Donc ça dépend des situations, ça dépend du cadre. En tout cas, pas en full remote, à mon avis. Mais ça, c'est après, tout le monde a sa propre opinion dessus. Mais moi, je pense que pour que quelqu'un s'épanouisse, il a besoin d'interaction sociale, il a besoin d'être entouré de gens qui lui montrent comment faire ce job, il a besoin de brainstorming, il a besoin d'énergie. Et je pense que de plus en plus de gens se rendent compte de ça aussi et ont envie de ça. Donc le mieux, c'est probablement un équilibre. Où est-ce qu'on va attirer exactement? Mais vous suivez l'actualité, il y a des entreprises américaines maintenant qui font revenir tout le monde au bureau. Enfin, c'est assez intéressant, quoi. Il y a des camps. On sent qu'on est vraiment dans cette phase de switch. Mais ça va c'est être peut-être intéressant à bien, suivre. du coup, que des entreprises prennent des positions différentes. Parce Ouais. que du coup, il y a des gens qui vont s'identifier plus à ça et ils vont attirer les personnes qui veulent, au Exactement, final. je trouve ça Donc hyper c'est bien, c'est intéressant ça parce en que fait. moi je pense que c'est probablement qu'aujourd'hui on est dans une sorte de tout le monde a pris une position de moyenne, ce qui n'est bon au final pour personne. Ouais. C'est-à-dire qu'il vaut probablement mieux avoir certaines entreprises qui prennent le truc du full remote et puis d'autres qui disent bah nous c'est full office. Et pourquoi? Bah c'est full office parce que nous les gens qui viennent chez nous ils ont envie d'être, ils cherchent ce côté communautaire, ils ont Ouais. envie d'être entourés de gens, l'ambition des autres, ils sentent que ça se transmet, enfin ils ont envie de cette énergie. Donc probablement qu'il va y avoir dans le futur des entreprises qui prendront toutes les échelles du spectre, quoi. Tout le monde ne sera pas à 2 jours de télétravail par semaine. Peut-être que ce sera la majorité des entreprises. Et après, il y aura, je pense, et puis tout le monde pourra aller un peu piocher ce qui lui plaît le plus. Et puis je pense qu'au final, ce sera probablement C'est une une bonne bonne chose, hein. solution finale. Ouais, c'est clair. On entend souvent ah, les jeunes ne veulent pas bosser, etc. Tu sais, c'est un peu la phrase. J'ai l'impression que chaque génération l'a dit de la génération d'avant. Tu vois, nos parents, ah, mais vous voulez pas bosser. Après, nous, on l'a dit des suivants, etc. Et puis chaque fois, on dit non, mais là, c'est vraiment vrai cette fois. Parce que toi, tu as vécu les deux. Tu as placé les millennials et puis tu as placé maintenant la Gen Z qui arrive, etc. Est-ce que maintenant, c'est vraiment le cas, ils veulent plus bosser? Est-ce que non, c'est juste une question qu'ils veulent travailler différemment? C'est quoi un peu ton. Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est la réalité, quoi? Ouais. Non, bah, enfin, moi je pense que ne veulent pas travailler, c'est un mythe. Après, parfois, ils peuvent peut-être être eux-mêmes un peu perdus dans qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Mais nous, ce qu'on dit souvent, c'est que ce qu'ils cherchent, c'est de l'autonomie et du contrôle sur ce qu'ils font. Enfin, ce qu'ils ont envie, c'est d'avoir une certaine maîtrise, ils veulent une certaine indépendance. Donc, ils veulent qu'on leur apprenne, ils veulent qu'on les développe. Mais après, enfin, le niveau d'ambition, le niveau de volonté de réussir, etc., il est là. Mais par contre, il faut les aider au début, enfin, je sais pas, quand on sort de l'uni, on n'est pas encore peut-être dans un rythme de travail aussi intense que peut le demander le monde du travail. Et ça, il faut une phase d'adaptation pour rentrer là-dedans. Et là, je pense que l'entreprise a aussi son rôle à jouer pour. En fait, c'est un peu du donnant-donnant, mais après, ça mène à des super résultats. Moi, je trouve que c'est pas. Je pense que d'essayer de mettre ça sur une sorte de niveau d'expérience professionnelle ou d'âge, c'est totalement faux. Les gens peuvent être super ambitieux, méga énergie, très avancés dans leur parcours, tout junior. C'est assez faux. Mais par contre, de nouveau, cet aspect d'autonomie, j'ai envie de sentir que je peux me développer, que je peux construire moi-même et que je puisse prendre mes décisions peut-être de l'organisation du travail par exemple. J'ai peut-être envie de travailler à un taux d'activité un peu plus faible, j'ai peut-être envie de pouvoir me focaliser sur différents types de projets, mais du coup est-ce qu'on peut leur proposer ça dans une bonne manière pour qu'ils se développent? Moi je pense que c'est une question de structuration, mais l'envie elle est là, ça c'est sûr. Est-ce que vos processus de recrutement sont les mêmes quand tu recrutes pour Academic Work en interne que pour vos clients ou est-ce qu'il y a des différences dans les processus selon le client? Peut-être qu'eux, ils ont des processus différents aux vôtres et du coup, vous devez vous adapter. Ou est-ce que vous avez votre méthodologie qui s'adapte à vous déjà et aux autres? Oui, alors bah déjà, notre méthodologie, je dirais qu'elle est vivante et on la fait progresser au fur et à mesure. Donc encore cette année, on développe notre manière de recruter qu'on va après utiliser pour les gens qu'on va recruter pour nos clients et qu'on va utiliser pour les gens qu'on veut recruter à l'interne. Donc de nouveau, ce qu'on veut faire, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure. On veut maximiser les probabilités de performance des gens qu'on recrute pour nos clients ou pour chez nous. Donc on va faire des tests, on va faire des évaluations de compétences et c'est tout ce mix-là qui va enfin, nous aider à trouver le meilleur match pour nos clients. Donc Ouais. non, même méthodologie dans les deux cas. Intéressant. Un point qu'on discutait, on en a discuté aussi récemment Ouais. à l'interne, c'était en nouveauté, ça fait quelques années, mais le salaire minimum en Suisse, qui est apparu je sais À plus Genève. combien de temps, à Genève, pardon, qui est apparu pardon, il y a quelques temps. Euh, Côté positif, oui, t'assures un certain revenu à certaines personnes, euh, mais pour les jeunes, moi, pendant un moment, je l'ai vu, et c'est un peu toujours le cas, mais peut-être que toi, tu as une autre vision, justement, c'est ça qui m'intéresse.
comme un truc un peu négatif parce que tu as une boîte qui a peut-être pas les ressources mais qui veut engager des jeunes. Tu peux proposer un stage. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas parce que tu as justement ce salaire minimum. Une boîte, elle peut pas forcément le payer. Est-ce que comment vous l'avez vu ça et comment vous l'avez analysé? Est-ce que ça a été plutôt quelque chose de très positif parce que, pour finir, ça a plutôt apporté du bon, ou au contraire, il y a plein de jeunes qui n'ont pas pu avoir de poste parce qu'il y a des petites boîtes qui auraient adoré recruter mais qui ne peuvent pas payer ce salaire-là? Alors, bon, nous, déjà, dans notre secteur d'activité, on est soumis à une convention collective qui est dans le pays entier. Donc, des salaires minimaux, c'était quelque chose avec lequel on travaillait déjà avant. Et c'est Mais sûr qui était aussi haut que ça ou qui était aussi haut oui, qu'aujourd'hui? ou peut-être légèrement en dessous. Enfin, je ne me rappelle plus des montants exacts, mais après, c'est en tout cas qui assure. Alors, c'est vrai qu'avec des montants minimums, ça peut aussi faire un nivellement vers le bas. Ça veut dire que tout le monde, tout d'un coup, reçoit le montant minimum et que c'est pas très sain, quoi. Par contre, nous, on est vraiment à toujours promouvoir que le stage non payé, on ne trouve pas que c'est une bonne idée, nous, personnellement. Nous, on trouve que, en fait, si on recrute quelqu'un, il faut, si c'est quelque chose où on pense qu'on va demander à ce que la personne crée une valeur, il faut que la personne soit rétribuée à sa propre valeur. Donc, nous, c'est le produit qu'on a toujours vendu, c'est comme ça qu'on a fonctionné à l'interne. Donc, moi, j'avais pas vraiment de problème avec le salaire minimal parce que nous, dans notre activité, que ce soit pour l'interne ou pour nos clients, ça nous a pas posé de problème. Après, est-ce que le choix politique est le bon? Enfin, ça, Non, c'est Et plus, vos premiers employés que SMIC, ils ont été payés au salaire. Alors, je pense que mon salaire au début, il était Ouais, pas voilà, 4 tu 000 vois, francs, ça, c'est sûr, il était probablement plus proche de zéro. c'est ça. Non, mais c'est alors après Non, mais peut-être qu'effectivement il peut y avoir différents stades, différentes réalités. Comment est-ce qu'on contourne ça? Enfin, contourne pas au sens illégal du terme, mais comment est-ce qu'on construit un modèle qui peut fonctionner malgré cette réalité? Je ne sais pas si c'est bien de résoudre les problématiques de ce type avec une loi, mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'entreprises qui exploitaient Ouais. cette réalité-là, qui avaient les moyens de pouvoir en réalité payer les gens et qui en fait en faisaient une sorte de dumping salarial. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais je pense que ça, c'est pas sain non plus, quoi. Donc, il faut trouver un bon équilibre. Ouais, j'ai pas la réponse exacte. ouais, c'est sûr, parce que, alors, 100% d'accord sur le fait des grosses boîtes qui l'exploitaient et que ça résout ce problème-là. Mon point là-dessus, c'est un peu la discussion et le débat, c'est, je pense que pour les PME, par contre, il y avait une certaine partie du marché où il y avait des talents qui étaient peut-être pas des talents que tout le monde recherchait, mais qui correspondaient bien aux PME. Les PME ont peut-être pas la capacité de payer cette personne-là à temps plein. Je suis encore une fois d'accord avec toi que payer zéro, c'est pas acceptable, mais de payer peut-être un salaire plus petit pendant une période de stage, que ce soit 3 mois ou 6 mois, qui permet à cette personne de grandir dans ce rôle-là pour ensuite obtenir un salaire au bout de 3 ou 6 mois. C'est un peu un win-win finalement, parce que la personne acquiert de l'expérience, l'entreprise acquiert une ressource, elle peut grandir ensemble et finalement arriver à un stade où ça crée de l'emploi. Mon impression, c'est que le salaire minimum a un peu tué ça et que ça a complexifié le recrutement chez les PME. Alors, c'est pas trop votre business, donc c'est peut-être hors de ce cadre-là, mais voilà, ça c'est un petit peu mon avis, je sais pas ce que tu en penses. Euh, ouais, alors je connais pas tous les contours de la loi, hein, mais il me semble qu'il y a des possibilités de quand même intégrer des gens avec, sous forme de contrat. S'il y a des possibilités derrière, je me rappelle plus de tous les contours, tous les détails. Je comprends le point de vue. Moi, honnêtement, je pense que la loi n'était pas nécessaire, utile. Cela dit, que des entreprises de taille plus grande payent des gens en dessous d'un salaire de marché, je pense pas que ce soit très sain non Non, plus. ça je suis Et ça, d'accord. c'est quelque chose contre lequel nous, on s'est pas mal battu. Tous les consultants qu'on fait travailler, donc je parle aux alentours de 300, 400 consultants par mois, ils sont payés à des niveaux qui sont bons. Et puis moi, je trouve qu'en tout cas pour nous, dans notre univers, c'est notre sorte de responsabilité sociétale aussi, d'aider. En fait, c'est de se dire, nous, on veut qu'ils contribuent, mais on veut qu'ils soient payés à leur juste valeur. Puis de nouveau, les jeunes professionnels, ils voient aussi ça comme utile. Puis je pense que, alors un stage, de nouveau, ça dépend peut-être de la durée. Enfin, si c'est 3 mois, 6 mois, mais avec un salaire garanti derrière, c'est OK. Mais si on en revient à qu'est-ce qu'on veut quand on recrute quelqu'un, on veut de la performance, on veut de la durée de la performance. Si on reste sur un salaire de stagiaire dans la durée, probablement que la personne, on va la perdre de toute manière. Ouais. Donc, moi, je pense que le problème, il s'auto-résout en fait. Parce que des entreprises qui sous-payent, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, qui va le payer mieux et puis il va partir. Donc, il faut avoir une offre compétitive de toute manière. Je me répète, est-ce qu'une loi était nécessaire? Je ne sais pas, mais je n'ai pas non plus une opinion vraiment contraire. Est-ce que 4 000 était juste? Est-ce qu'il fallait un autre montant? Franchement, je ne sais pas comment ils sont arrivés à ça. Je n'ai pas une opinion vraiment très figée dessus, quoi. Ok. Je ne sais pas si tu as vu cette interview du fondateur de Nvidia qui raconte, on lui pose la question, il dit ah mais si tu devais relancer une boîte et tout, il dit je le referai jamais. Tu vois. Je me rappelle une fois on discutait mais il y a très 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 longtemps où tu me disais mais en fait et tu l'as mentionné au début, c'est pour ça que c'était assez drôle. Tu m'avais dit et moi ça m'avait marqué, tu m'avais dit en fait si j'avais vu tous les problèmes, tu vois si on m'avait dit bah voilà tu vas avoir ce problème là, tu vas avoir ça,
en fait, je l'aurais jamais fait. Ouais. Parce qu'en fait, c'est là, mais il faut être barge pour aller dans cette direction si on te les montre. Puis en fait, vu que tu sais pas, bah, tu y vas, puis en fait, le problème arrive, puis tu le résous, puis le prochain, puis tu le résous, etc. Euh, Est-ce que tu es toujours un peu dans cette idée-là? Est-ce que si maintenant tu te dis, est-ce qu'un jour tu pourrais imaginer relancer quelque chose où tu te dis, non, mais en fait, je le referai jamais parce que c'était. Maintenant, en fait, tu connais les problèmes, tu vois. Donc maintenant, tu as la vision différente. Tu te dis, ah non, mais en fait, il faut être barge, je le referai jamais, quoi. Bah, je pense qu'il y a un peu un paradoxe parce que, comme tu le dis, enfin, c'est vrai, quoi. En sachant toutes les difficultés, toutes les émotions et tout ce que ce que je devais vivre en faisant ça, franchement, je pense que si je l'avais su au début, je l'aurais pas lancé. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis très content de l'avoir fait. Ouais. Donc, je suis assez content d'avoir été aveugle à tous ces problèmes à ce moment-là, quoi. Vaut mieux être aveugle, en fait. C'est C'est peut-être, un peu- tu vois, faut c'est- peut-être c'est pas là, trop c'est y bien d'avoir du réfléchir. renouvellement, enfin d'avoir des nouvelles personnes qui viennent, qui connaissent pas encore toutes les difficultés. Et puis l'entrepreneuriat, c'est pas toujours un jeune qui se lance, hein. Ça peut être quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise, je trouve super, et puis qui se lance. Et puis cette personne-là aussi, il saura pas vraiment les difficultés, il va se dire, et il va y aller avec la niaque, l'ambition, la volonté, puis j'espère un peu de persévérance, puis il va réussir aussi. Mais si on approche tous les challenges de la vie en se disant c'est trop dur, je vais pas le faire, on n'arrive à rien. Donc c'est vrai, je pense que si on m'avait dit ça, je l'aurais pas fait, mais ça aurait été bête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exact. C'est qu'en fait, je suis vraiment content de l'avoir fait. Est-ce que je me relancerai aujourd'hui? Peut-être, mais pas pour avoir plus ou moins de difficultés, quoi. Ce serait plus de nouveau pour revenir à cette logique de qu'est-ce que je cherche de mon quotidien, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, est-ce que relancer une boîte m'apporterait plus ce dont j'ai besoin aujourd'hui, et dans ce cas-là, est-ce que je le fais? J'aurais peut-être un peu moins peur du stress que ça m'apporterait pour être passé par là. Cela dit, je comprends aussi totalement toute la difficulté et les challenges que ça va poser et l'énergie que ça va demander, et puis du coup je vais peut-être me poser la question un peu différemment, quoi. Il y a cette phrase que je trouve assez cool, je sais plus comment c'est il faut être assez stupide pour penser qu'on peut y arriver, mais assez smart pour au moins essayer, tu vois. En gros, faut être un peu. Il faut avoir un côté bête dans le bon sens, en disant, bah, en fait, si tu réfléchis trop, tu le feras jamais parce que tu as tellement d'obstacles. Si tu les analyses tous, en fait, tu le feras jamais, quoi. Puis encore, je pense que mon business était beaucoup plus simple que celui du fondateur de Oui, il a dû avoir d'autres problèmes. Donc, je pense qu'il a eu. Et puis en plus, il a atteint une taille. Enfin, de nouveau, comme je disais, les problèmes sont un peu exponentiels avec l'agrandissement d'une boîte. Enfin, souvent de l'extérieur, on se dit, les gens qui sont à la tête, bah, ils doivent se la couler douce, ça doit être facile. Bah, c'est pas vraiment le cas, quoi. C'est juste que tu as tout le cumul des problèmes de tout le monde en général, et puis ça fait que de se complexifier. Donc, moi, je respecte énormément ce genre de parcours. C'est super. Je comprends aussi ce qu'il veut dire, quoi. Et je pense que je pense qu'il aurait aussi probablement dit la même chose que ce que je viens de dire. Il l'aurait quand même probablement. Enfin, il est content de l'avoir fait, je pense. Mais il est content de l'avoir fait, mais il ne le referait pas forcément. Ouais. Ouais, puis il y a Elon Musk qui dit aussi, au final, quand tu es CEO, tu vois que les pires facettes de ta boîte. Tu vois toujours la merde, quoi. Parce que quand tout va bien, personne vient te voir. Par contre, quand il y a des problèmes, Bah, tu vois surtout les plus Tu gros. vois qui- Parce que, en fait, tu as une sorte d'escalade de problèmes. Donc, tous les petits problèmes, ils sont résolus dans les différents coups. Mais tous les plus gros problèmes, ils viennent sur ton bureau. Donc, tu as tout le temps quelqu'un qui vient taper à la porte. Voilà, j'ai ce gros problème. Il vient jamais avec le petit truc qui, généralement, s'ils viennent te voir, c'est que c'est pas un petit problème. Donc, enfin, en tout cas, en fonction de ta taille, de ton échelle de complexité. Donc, oui, il faut être prêt à faire face à ça. Mais ça vient aussi avec du charme, c'est aussi positif, hein. Et puis après, il y a aussi de nouveau plein de points positifs à devoir gérer. Enfin, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi plein de choses qui viennent vraiment donner de l'énergie positive, un sentiment d'accomplissement, de voir des gens développer, de voir des gens réussir, de réussir ensemble. Enfin, il y a plein de côtés, de facettes super, quoi. Mais on est humain. Enfin, je crois que le côté négatif, psychologiquement, prend beaucoup plus de poids que le positif. Donc, c'est sûr que c'est ce qui reste un peu plus forgé, quoi. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui? Ouf, ah ouais, alors par où commencer? Je sais pas, bah fonce. Oublie que t'as aucune chance. Soit naïf, Sur un malentendu, ça peut marcher, quoi. Non, mais moi, j'ai toujours voulu promouvoir l'entrepreneuriat à fond. Après, je pense que les gens, il faut juste qu'ils se posent vraiment la question de est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que j'ai envie de le faire? Parce que c'est un peu dommage de se lancer avec une sorte de vision utopique, parce que je trouve aussi aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a un peu cette vision du succès facile et aussi la vision de tous les points positifs que vont apporter l'entrepreneuriat, je sais pas, la richesse, le statut, les machins, les trucs. Et si tu le fais que pour ça et que tu espères réussir rapidement, ça va être un peu chaud, quoi. Je pense qu'il faut vraiment avoir envie de réussir un projet. Ouais. Donc, j'essaierai probablement de discuter avec lui pour m'assurer qu'il y va pour les bonnes raisons. S'il y va pour les bonnes raisons, je dis bon, bah, trop cool. Et les bonnes raisons, c'est d'aimer le projet, d'aimer aussi le challenge, de réussir à construire ça. Et il ne faut pas que ce soit juste pour la fame, l'argent et le succès, quoi. Oui, et puis surtout court terme. Ouais, exactement. Vision long terme. Je pense que ça, c'est un peu un des mots
de notre époque, c'est de croire que les choses vont être plus faciles que ce qu'elles sont. Mhm. Et ça peut être que qu'on se lance en entrepreneuriat ou quand on commence un job. On se dit, ah bah j'ai vu sur Insta, ces gens, ils ont tous réussi. Alors déjà, est-ce qu'ils ont vraiment réussi? C'est une question, mais en tout cas, il y a cette exposition à des gens qui ont réussi et ça fausse un peu la donne. On ne voit pas forcément les gens qui ont échoué, quoi. Et je pense que ça, c'est important que la personne s'en rende compte et comprenne que ça ne va pas forcément être simple. Ouais. On arrive à notre question de fin. Ultime bafouille. L'ultime bafouille. Marcus, que faut-il pour avoir une belle vie? Moi, je pense qu'on l'a un peu abordé là pendant. Bon, enfin, belle vie. On pourrait l'attaquer sous plein d'angles, quoi. Mais moi, je pense qu'une belle vie, c'est déjà d'accepter qu'on va la juger par rapport à son propre filtre. Donc, de ne pas essayer de se dire, je veux que ma vie soit positive dans le regard des autres. En fait, c'est pas mon statut qui compte, c'est pas ce que les autres considèrent que je devrais accomplir, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire moi. Enfin, qu'est-ce qui est important pour moi. Et puis après, d'essayer au maximum que cet objectif-là ou cette vision-là ne change pas tout le temps. Quoi. Qu'on ne soit pas tout le temps à la recherche de bon, bah là, je suis arrivé là, mais en fait, ça ne va pas, il faut aller plus loin. Quoi. En fait, qu'on essaye d'accepter, de juste profiter de ce qu'on aime bien. Donc, ce qu'on aime bien, ça peut. Moi, je pense le travail, moi, par exemple, le travail, j'aime beaucoup le travail. Donc, ça m'accomplit. J'aime beaucoup mes enfants, ma vie de famille, enfin, tous ces trucs-là. Donc, comment est-ce que. Et après, du coup, il me faut un peu de temps pour tout. Et je pense que moi, j'ai pas besoin de me dire, je vais me comparer à X ou me comparer à Y, ou ce que le machin va en penser, ou ce que le truc va penser. Donc, pour moi, c'est vraiment essayer d'avoir son compas intérieur, se dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me plaît, et après le faire. Et puis, en général, ça se passe assez bien, on est assez content. C'est une belle réponse. Très belle réponse. Marcus, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir. Trop cool, merci.